La santé mentale s'est imposée comme un sujet de société ces dernières années. Des malades, à l'instar de Nicolas Demorand, dans un livre et désormais un podcast, racontent leur parcours. Et ces paroles trouvent un écho d'ampleur à travers la société, fissurant le grand silence qui entoure ceux qui souffrent. Mais qu'en est-il de l'entourage et notamment des enfants de ces parents si fragiles ? On ne va pas s'étaler, mais dans l'équipe d'être et savoir, comme chez tant d'entre vous qui nous écoutez, nous ne connaissons que trop bien le sujet. Et pourtant, c'est fou, hein. On n'avait jamais pensé à en faire une émission, parce que c'est intime, parce que c'est douloureux, parce qu'on est très très occupé à essayer de surmonter nos problèmes au quotidien, ce qui n'exclut pas la joie de vivre et bien sûr la réflexion. Alors, quand le dernier numéro de l'école des parents est arrivé dans nos boîtes mail avec à la une grandir auprès d'un parent en souffrance psychique, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on en parle. Le riche dossier proposé par la revue explore de nombreux aspects éducatifs liés à la santé mentale des parents, comme la solitude et la responsabilisation des enfants. J'ai aussi envie de parler d'une forme de lâcheté de la société, une prise en compte bien trop faible du monde éducatif et étonnamment du milieu médical, des problèmes posés par la maladie mentale à l'entourage et aux enfants. Les articles et entretiens de la revue, que je vous conseille vivement de lire, nous engagent à sortir du silence, à faire circuler la parole, afin d'aider les familles concernées, ce qui revient, j'en suis convaincue, à améliorer l'existence de tous. Alors bonjour Julie Timmerman. Bonjour. Vous êtes directrice de la compagnie Idiomécanique Théâtre, comédienne, metteuse en scène et autrice, notamment de Zoé et de l'art d'être mon père. Ce père, on va en parler. Ce spectacle est en tournée, il sera même tout le mois de juillet au Festival d'Avignon. Et vous dites, ce sujet, il intéresse tout le monde. Oui, oui, en tant qu'artiste, j'ai quand même le sentiment que c'est nécessaire de parler à tous. Donc j'essaie de voir à quel point mon histoire personnelle, qui est très particulière, parce que quand on a un parent bipolaire, c'est quand même pas tous les parents, hein, c'est pas tout à fait la même configuration. Mais ça peut s'élargir parce que quand on cherche bien, le rapport, d'enfant aux parents est toujours complexe, est toujours singulier, est à construire, au quotidien et on peut apprendre, beaucoup de ces histoires extrêmes que sont celles des familles où il y a un parent en souffrance. Mais tout le monde peut en apprendre et tout le monde peut, s'identifier, je pense, quelque part. Et c'est bien aussi pour ça que je voulais faire l'émission et la faire avec vous, parce que voilà, les spectateurs qui vous regardent jouer, enfin, moi je ne vous ai pas vu en vrai, j'ai vu des captations vidéo, réfléchissent à ces questions en interrogeant leur propre parcours, quand bien même on n'a pas du tout traversé les mêmes difficultés et eu un père comme le vôtre, pour tout dire. Karine Hendricks, bonjour. Bonjour. On vous connaît bien ici à Être et Savoir. Vous êtes rédactrice en chef de la revue L'école des parents. Je disais, le dernier numéro est très complet. C'est parce que le sujet est un peu dans l'air du temps. Il y avait déjà eu des livres. On a beaucoup pensé à Delphine de Vigan en préparant l'émission. Oui, tout à Mais fait. vous trouvez qu'il a pris une ampleur nouvelle qui nous engage à l'aborder de cette façon et Oui, les en fait, je enfants? pense que, comme vous l'avez dit déjà tout à l'heure, on peut observer qu'il y a une certaine libération de la parole autour de ce sujet. Il y a eu des personnalités qui ont exprimé publiquement le fait qu'ils souffraient de telle ou telle maladie, des livres qui sont parus. Mais en fait, ce qui nous a interrogés, c'est qu'on ne parle pas beaucoup de parentalité, finalement. Or, il y a beaucoup de ces personnes qui ont des enfants et nous, c'est l'angle qui nous intéressait. Et c'est pour ça que c'est un petit peu cette surprise. On a attendu un petit peu, on a laissé passer un peu de temps et on s'est aperçu que le sujet de la parentalité ne sortait pas tellement et qu'on ne parle pas de ses enfants, en fait. Et on ne parle pas à ses enfants. Mais presque une personne sur deux, ai-je lu, qui est internée. Alors, c'est pas tous les gens en souffrance psychique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas internés, mais presque une personne sur deux internée est parent. Donc, c'est énorme. Hélène Daftian-Valk, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie spécialiste de l'accompagnement de l'entourage des personnes souffrant de troubles psychiatriques. Et vous vous intéressez justement au sein de consultations, coordonner un petit peu les actions aussi envers les enfants, qui sont d'ailleurs pas tous en souffrance, mais qui peuvent potentiellement l'être, comme on peut être en souffrance sans avoir des parents eux-mêmes en souffrance, etc. Mais il faut faire circuler un petit peu la parole encore dans la Oui. société.
Je pense que ce qui aide à faire circuler la parole, c'est des enfants qui parlent, de plus en Mmh. plus aussi. Mais y on a un problème en France, c'est qu'il n'y a aucun chiffre, en fait. Ce que l'on dit là, les chiffres que l'on évoque, ce sont pas des chiffres, qui sont la conséquence de travaux, de recherches et cetera. Les chiffres, il faut aller les chercher à l'étranger parce qu'en France, la configuration, familiale des patients est une donnée médicale et pas une donnée administrative. Mmh. Donc il y a aucun chiffre, en fait. Moi, le chiffre de un tiers des personnes suivies en psychiatrie sont parents d'un enfant mineur, au moins un tiers, je l'ai trouvé en croisant des chiffres suisses, suédois, australiens, enfin j'ai fait et que j'ai trouvé, Mmh. voilà, en faisant des recherches. Mais donc on peut en déduire de ces chiffres étrangers qu'un tiers, au minimum, des parents des personnes suivies en Ouais. psychiatrie sont parents. J'avais vu un 48%. Vous voyez, c'est, Ouais. encore, une montagne de choses à investiguer. Alors on dit pas beaucoup en France et peut-être plus en Belgique parce qu'il y a toute une, littérature, sur, la question qui nous vient de la Belgique. Alors bonjour Frédéric Van Leuven. Bonjour. Et merci d'être en duplex et merci à la RTBF de vous accueillir. Vous êtes psychiatre au campus santé mentale Saint-Bernard à Manage, donc en Belgique, formatrice en thérapie systémique et co-autrice d'un livre qui m'a extrêmement intéressée, donc Grandir avec des parents en souffrance psychique, publié chez l'Harmattan en 2017. Un livre en fait qui passe beaucoup par la parole des enfants à travers différents chapitres. On explore les problématiques qui se posent à différents âges d'ailleurs. Euh, avec des témoignages d'enfants très différents les uns des autres. Certains ont des frères et sœurs, d'autres non. En fait, les parcours sont très variés. Et les maladies psychiques sont très variées. Mais vous dites qu'il y a aussi des points communs entre ces enfants au parcours un peu difficile. Quels sont-ils, ces points communs? Eh bien, ces points communs, on les découvre, en écoutant les récits particulièrement d'enfants qui ont grandi, mais qui sont encore suffisamment jeunes pour être, proches de leurs expériences d'enfants, et qui acceptent de témoigner. Et donc, avec, une anthropologue, belge, qui s'appelle Pascale Jamoul, on a croisé, les récits de vie, d'une série de jeunes qui avaient ces parcours-là. On a croisé aussi ces récits avec nos propres expériences en consultation Mm. et en hôpital psychiatrique. Et donc, on retrouve dans les récits des points communs. Et je trouve que c'est important de les connaître parce que ça permet de mieux appréhender les enfants qui n'en parlent pas spontanément. Alors, un des premiers points vraiment le plus fréquemment partagé, c'est le sentiment de solitude, qui n'est pas exactement la même chose que l'isolement. On sait que ce sont des familles qui sont souvent isolées, repliées sur elles-mêmes, quand il y a une grosse souffrance psychique. Mais le sentiment de solitude est vraiment lié au sentiment de vivre une expérience qu'on est seul à vivre. Et ça, on s'en rend compte au campus santé mentale Saint-Bernard, où on a un espace enfant. Donc c'est un accueil inconditionnel des enfants, 2 après-midi par semaine, le mercredi et le samedi après-midi. Et on se rend compte en fait que quand les enfants se rencontrent, c'est un étonnement de voir qu'il y a d'autres enfants qui sont dans leur situation aussi, d'avoir un parent hospitalisé en psychiatrie, un patient parent. Et, et donc ils sont surpris parce que c'est vraiment une expérience très fréquente chez eux, de ce sentiment de solitude. Ils sont aussi très seuls dans le milieu scolaire parce que c'est une expérience qu'ils ne partagent pas. Très souvent, l'entourage scolaire n'est pas au courant de la situation. Là, il y a des enquêtes qui ont été faites, Hélène peut en parler aussi, mais qui montraient qu'il y avait au minimum 2 enfants par classe qui étaient des proches aidants. Et, et donc, cette solitude est renforcée par le fait que c'est une expérience qui n'est pas partagée, qui est difficilement partageable aussi, parce que les enfants n'ont pas les mots pour décrire ces expériences. Si vous avez un parent en chaise roulante, ça se voit. Mais si vous avez un parent qui est bipolaire, qui passe par des phases dépressives, qui disparaît de temps en temps en hôpital psychiatrique, à la limite, vous ne savez même pas où est votre parent parce que la famille, l'entourage ne mettent pas toujours des mots. Et donc, c'est encore plus difficile de partager ces expériences parce les enfants n'ont pas toujours les mots pour le dire. Et il arrive même que les enfants pensent qu'ils soient eux-mêmes le problème parce que justement, tout le monde, tout l'entourage autour fait un peu comme si tout allait bien, comme si les enfants étaient protégés de ces réalités-là. Alors que ce sont
des proches, parfois les plus proches, que parfois vivent seuls avec leurs parents, et qui sont extrêmement au taquet, extrêmement conscients des difficultés. Mais comme ça n'est pas dit, ça n'est pas validé, il arrive qu'ils doutent de leur perception, qu'ils doutent d'eux. Ça, c'est ce que produit la solitude. Mais s'il faut poser des mots sur ce qui peut être un peu tabou pour toute une partie de la société, quels mots poser? À partir de quel âge? Parce que, par exemple, le terme maladie mentale, il peut être perçu comme extrêmement violent. Hélène Daftian-Valk. Je pense qu'à partir du moment où un enfant questionne, il a besoin de réponses. On a vu des petits, je pense que nous, enfin avec Frédéric, on développe vraiment une approche phénoménologique, narrative, c'est-à-dire, et toi, à quoi tu comprends que ta maman ne va pas bien? Bon, bah, un petit garçon de 4 ans, par exemple, m'a répondu, bah, c'est quand maman, elle rate tous ses gâteaux. Donc ça, c'est intéressant, parce que à partir de cette phrase d'un enfant, on peut valider que oui, il a vu quelque chose, il a compris quelque chose, et pourquoi elle rate tous ses gâteaux, elle a oublié, il a brûlé dans le four. Et là, on peut amener à l'enfant des éléments de compréhension qui sont à sa portée. Évidemment qu'on ne fait pas un cours de psychiatrie à un enfant de 4 ans, mais je crois qu'il faut aussi mettre ce sujet dans l'évolution du système de santé en psychiatrie. Sinon, on ne le comprend pas bien. Pourquoi on parle de ce sujet maintenant et qu'on a eu tant de mal à l'évoquer dans les années qui précèdent? C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans le renforcement du virage domiciliaire de la psychiatrie. Alors, Donc, le fait que... Ce qui donc, fait que les enfants sont soigner témoins. à domicile, donc premier témoin, Oui. la famille, les enfants. Oui, les enfants sont témoins au quotidien des symptômes de leurs parents. Parfois des symptômes qu'ils vont essayer de comprendre à leur façon, mais quand même, dans certains cas, des symptômes qui font peur. Et dans ces cas-là, il peut y avoir une dimension traumatique qu'il faut prendre en compte. Mais est-ce qu'on a suffisamment interrogé ce virage Non. à l'aune du ressenti des Non. enfants? Non, moi je pense là qu'il y a une forme de scandale sanitaire, d'invisibilisation des enfants dans le virage domiciliaire de la psychiatrie adulte. Une invisibilisation de plus. Des enfants. Hein. Je voudrais reparler avec vous de la solitude, Julie Timmerman. Cette solitude des enfants, vous dont le père était bipolaire, est-ce que vous l'avez ressenti dans la cour de récréation, par exemple? Parce que c'est ce qui m'a semblé entendre dans les Oui, oui, spectacles, oui, mais c'est à la fois tout à vous, fait. il y a une mise à distance. Donc, Oui, alors nous, avec vos... Peut-être en essayant de retrouver les mots d'enfant, puisque c'est ce que vous utilisez dans le spectacle sans jouer comme vous le faites sur scène, puisque c'est un autre dispositif. oui, oui, mais c'est vrai que on est très solitaire. Alors aussi parce que alors sûrement on ressent cette souffrance, on ressent cette peur. On a du mal à mettre des mots dessus. Évidemment, quand on rencontre quelqu'un qui fait tiers et qui dit dessine, alors il se passe des choses. Mais moi, j'ai eu le sentiment à un moment donné que en fait j'avais une grille de lecture qu'elle me paraissait normale. Ça me paraissait normal. En fait, que mon père reste allongé des mois sur son lit sans bouger, ça me paraissait normal. Et j'ai mis des années à reconstruire d'autres grilles de lecture, et c'est un travail quotidien, j'ai envie de dire. Et ça s'est fait grâce aux amis. Alors justement, vous parlez de la solitude, des amis, psy, tiers extérieurs, des gens qui ont été très bénéfiques dans ce parcours. Mais je parle des amis parce qu'ils ont une place importante dans mes spectacles. Et c'est les personnes qui, à un moment donné, nous donnent un autre regard. Alors, j'étais très solitaire dans la cour de l'école, mais j'avais une amitié, 2 amitiés très, très fortes. Et c'est ça qui m'a permis aussi d'apporter un souffle extérieur à mon histoire et petit à petit de me construire une autre vision du réel. Alors, Frédéric Van Leuven, on va parler des amis, on va parler de l'entourage, mais arrêtons-nous sur cette question. La psychiatrie des adultes oublie-t-elle les enfants? Dans la revue, dans l'école des parents, on le lit, dans votre livre, on le lit parfois les soignants qui
ont des enfants devant eux, mais qui sont les soignants des adultes, n'adressent même pas la parole aux enfants et font comme s'ils étaient là. Et pourtant, leur métier, c'est quand même la santé mentale. Comment on se l'explique et qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui en France et peut-être aussi en Belgique? Oui, alors, dans un des premiers récits que j'ai fait il y a une vingtaine d'années, il y avait une, jeune femme, appelons-la Christelle, hem, qui m'a dit, de façon très affirmée, très rapide, en parlant de son petit frère et d'elle, elle disait elle avait 17 ans: «Nous, toute notre enfance, on a accompagné, notre mère au centre», ce qu'on appelle un CMP chez vous. Le psychiatre venait la chercher dans la salle d'attente, et il l'emmenait. Il nous a jamais dit ni bonjour, ni au revoir. Et puis il la ramenait. Il ne savait pas que c'était nous, les enfants, qui allions chercher ses médicaments. Il ne savait pas que c'était nous, qui étions témoins de ces crises. Et je suis certaine que devant son psychiatre, il ne les faisait pas, ces crises, et qu'il ne savait pas comment ça se passait à la maison. Et donc, Christelle, à 17 ans, disait: «Maintenant, moi, c'est une page que j'ai envie de tourner, ne me parlez plus de ma mère. Maintenant, j'ai envie de penser à moi». Et c'est un témoignage qui était empreint à la fois d'intelligence, mais de colère, de toute la lourdeur de ce parcours qu'elle portait, et ça vous bouleverse, quand vous entendez ce récit-là. Moi, je ne pense que c'est un des moments qui a vraiment infléchi ma carrière, parce que je me suis dit: «Mais finalement, ce psychiatre, est-ce que ça pourrait être moi?» Et on en a pas mal discuté au CMP. On s'est dit: «Mais est-ce qu'on dit toujours bonjour aux enfants, dans la salle d'attente?» Eh bien, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans un CMP, non, on ne dit pas toujours bonjour. Pourtant, on ne sait pas que les psychiatres, ne s'intéressent pas aux enfants, ou qu'ils sont, comment dire, négligents, mais c'est comme si l'enfant faisait partie de la vie privée du parent, et que dire bonjour aux enfants, ce serait déjà intruser, dans la vie privée du parent. Et puis ça fait peur. Si je commence à m'intéresser aux enfants, quels mots est-ce que je vais utiliser? Dans quoi je m'embarque? Et on se rend compte que ce sont des mécanismes, de défense, des présupposés. Par exemple, c'est mon patient qui m'intéresse, principalement, pas ses proches, où je dois lui demander, presque la permission pour, m'adresser à ses proches. Ce sont des présupposés, qui ne partent pas de mauvaises intentions, évidemment, mais quand on est aux côtés de l'enfant, qu'on est du côté de l'enfant, qui est parfois seul avec son parent, qui est témoin des crises, qui est très seul, quand il n'y a pas d'amis qui viennent à la maison. Ça arrive que ce soit des familles, où les enfants n'osent pas non plus inviter, des copains et des copines, et qu'on a en face de soi un professionnel qui est le seul qui pourrait vous entendre un peu, vous donner des explications, à qui vous pourriez poser vos questions, et qui ne vous dit pas bonjour ni au revoir. C'est extrêmement violent. Alors on le dit souvent, un bonjour, un au revoir, ça ne coûte pas très cher, c'est déjà quelque chose. Mais c'est évidemment bien plus dont les enfants ont besoin. Alors, il y a, du côté des enfants, parfois une hyper responsabilisation qu'il est bien pratique d'ignorer. Alors pas seulement du côté, des soignants, mais aussi, du côté, de l'entourage un petit peu moins proche parce que, les enfants peuvent se retrouver à cacher les bouteilles d'alcool, compter les médicaments, éteindre, les cigarettes qui restent, dans la main d'une personne, qui s'endort. Toutes ces histoires, il ne faut pas aller chercher bien loin, hein, pour se les entendre, raconter. Ça ne concerne pas spécialement des gens, marginaux. Comment, on arrive à faire rentrer ce récit Karine Hendricks, que ça arrive un peu à des familles qui paraissent, voilà, sont autour de nous, qui ne sont pas des familles exceptionnellement, éloignées ou dans la précarité, même si évidemment ça peut les concerner aussi. Oui, effectivement, on n'a pas eu beaucoup de mal à trouver des témoignages, pour ce dossier. Je voulais peut-être juste rajouter Oui, quelque chose par rapport à ce qu'a dit, Frédéric Van Leuven. Dans les clés de compréhension, il y a peut-être quand même aussi, cette séparation entre psychiatrie adulte et pédopsychiatrie, et moi j'ai découvert son parcours, en faisant ce mmh, dossier, et il se trouve que, Frédéric Van Leuven, était pédopsychiatre à l'origine, et que c'est en s'intéressant à ses enfants et à leur parcours qu'elle a décidé, elle pourra, je pense, le confirmer, de se former à la psychiatrie adulte. Donc ça, c'est quand même, effectivement, en France, et je pense en Belgique aussi, on a cette séparation où on est psychiatre adulte, et donc on va pas s'intéresser directement à l'enfant, en fait. ce qui pose plein de questions parce qu'en même temps la pédopsychiatrie, en France, c'est pas la branche la plus cotée entre guillemets, parce qu'on manque de psychiatres, mais on manque encore plus de pédopsychiatres et donc finalement ça vient, enfin ça retombe sur le dos de
très peu de spécialistes qui se retrouvent à gérer aussi des... Comment on ne gère même pas les enfants qui ont des problèmes psychiatriques eux-mêmes, gérer les enfants qui sont Mm. ceux des Oui, c'est un parents peu compliqué. en consultation pédopsychiatrique, ça semble impossible puisqu'il n'y a absolument pas la place ni les moyens Mais du coup, j'ai pas à répondu à votre l'hôpital question. public. Je suis Mais désolée. c'était sur la parentification, en fait, dont vous parlez dans le dossier, qui est un aspect assez énorme du sujet, c'est-à-dire des enfants hyper responsabilisés, hyper vigilants. Oui, tout à fait, oui, et qu'on a tendance à appeler aidant. Donc, Hélène Daftian va bondir à ce terme. Mais voilà, Moi aussi. là aussi, j'ai découvert que, en fait, il faut privilégier, ce qui me paraît évident, le terme de jeunes proches, en fait, parce que effectivement, ce sont des enfants qui deviennent aidants, mais qui n'ont pas forcément choisi de l'être, et qui se retrouvent à gérer un petit peu l'urgence, avec pas forcément quelqu'un autour d'eux pour les guider, mais ils sont avec leurs parents et ils agissent dans l'immédiat pour gérer la situation. Et ça peut être des enfants très jeunes, hein. On ne parle pas d'enfants de 16-17 ans. Ça peut être des enfants d'une dizaine d'années, même moins, qui vont Un coup- appeler à l'aide parfois, et puis pas tout le temps en obtenir. Hélène Daftian. Oui, c'est-à-dire que moi, ce que je constate, c'est que on regarde tout avec la grille des adultes quand on parle de ces enfants-là. Mm. Donc, il y a des aidants familiaux adultes, ben, il va y avoir des jeunes aidants euh, qui vont faire grosso modo la même chose en plus petit, quoi, des aidants juniors. Euh, et Donc, là, faire les courses, le oui, ménage, ou assurer surtout du être quotidien. le support émotionnel de son Évidemment. parent, compenser, le rassurer, le requalifier comme parent. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de limite, puisque un bébé peut compenser. Enfin voilà, il n'y a pas la question de... L'âge ne se pose pas. L'enfant est là, et tout enfant va tout faire pour faire du bien à son parent quand il le sent fragile. C'est pas la peine de qualifier par un terme d'aidant Mm. et qui viendrait presque compenser les fragilités du système de santé. C'est ça que nous contestons, puisqu'il y a une politique publique qui se met en place sur les aidants familiaux avec maintenant un volet jeunes aidants, où ils vont avoir accès à une semaine de répit. Oui, c'est-à-dire qu'on va leur proposer de partir en vacances Voilà, donc ce de n'est leurs pas du parents, tout à la sans les aider hauteur au du quotidien, sujet. ce qui est- Voilà. Et 51 autres semaines au turbin. Et avec une société qui se repose sur des mineurs qui eux-mêmes pourraient se retrouver en difficulté. Parce que Frédéric Van Leven, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les enfants sont très empathiques. Parce que c'est ça, être un enfant, c'est être empathique. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprend. C'est parce que on regarde, on observe, on imite. Pas tout le temps, mais parfois, et on s'inspire des adultes, et parce que les enfants aiment leurs parents, ils les aident, mais ça a un coût pour eux. Oui, bien sûr. Et le sens des responsabilités est déjà très présent chez les enfants. On pense que parfois que c'est l'apanage des adultes de se sentir responsable, mais non. Et j'ai parfois l'impression que plus les enfants sont petits, plus ils peuvent se montrer préoccupés d'aider et se sentir responsables. Mais je voulais revenir sur sur la question de la pédopsychiatrie Oui. amenée par Karine. En fait, ce sont des enfants. Quand ils arrivent en pédopsychiatrie, c'est qu'il y a déjà d'énormes problèmes. Ces enfants n'ont pas besoin au départ de pédopsychiatrie. Ils ont besoin d'être considérés comme des proches. Et comme je dis souvent, ce sont des proches, parfois plus proches que les proches qu'on interpelle habituellement, les conjoints, les parents, les frères et sœurs des adultes. Mais les enfants sont vraiment des proches, d'où le terme jeunes proches. Et ils le vivent mal quand ils sont référés justement à des intervenants spécifiquement enfants. Il ne faut pas être un professionnel de l'enfance pour parler aux enfants. Ça, je trouve que ça reste énigmatique. Pourquoi est-ce que ces enfants, on veut toujours les référer à la pédopsychiatrie ou Alors, au psychologue enfant? Je pense qu'il y a un vrai malaise à s'adresser aux enfants. Et quand il faut parler de ce genre de choses, ça fait peur. Ça fait peur aux soignants. Ils ont peur d'utiliser des mots pas justes, de faire plus de tort qu'ils n'ont déjà aux enfants. Et donc c'est comme si le fait de nommer quelque chose qui est pourtant une réalité quotidienne pour l'enfant allait lui faire plus de tort.
Et donc ça pour moi, ça reste un vrai problème. C'est que les enfants, on attend une place chez un psy enfant pour pouvoir aborder cette question-là. Je peux vous dire que dans les récits des enfants, ils le vivent vraiment pas bien. Il y a des enfants qui sont vraiment heureux d'avoir été accompagnés, d'avoir eu un psy, mais c'est pourvu que les choses soient nommées, que l'enfant sache pourquoi il est chez le psy et que les mots soient mis. Parce que ce qu'ils vivent très mal, c'est le déplacement du problème sur eux. Et c'est parfois, ça arrive de temps en temps que on consulte pour l'enfant et on se rend compte qu'il y a un Mmh. gros problème non traité chez le parent. Donc c'est extrêmement délicat, évidemment, à aborder, mais il faut pouvoir le faire parce que si l'enfant se retrouve, lui, en consultation, en portant, lui, le problème, en étant, lui, le patient désigné, c'est quelque chose qui va lui rester très lourd et qui va compromettre sa relation ultérieure avec le système de soins. Et c'est hyper bien dit dans le dossier, je trouve. Tous les enfants qui ont des parents en souffrance psychique ne sont pas eux-mêmes en souffrance psychique. Il n'y a pas du tout d'automaticité. En fait, il y a beaucoup de gens en souffrance psychique dont les parents avaient l'air, entre énormes guillemets, normaux, puisque la normalité, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Je vous propose d'écouter un tout petit extrait de film pour continuer à réfléchir à la parole qu'on tient. Je me souviens aussi d'une fois avec elle dans un bar. Je crois que c'était à l'époque où j'habitais avec mon père chez mon arrière-grand-mère, à Deuil-la-Barre. C'est gay comme nom. Peut-être elle était venue me chercher pour un week-end parce qu'on était toutes les deux au bar à côté de la gare. Et elle a commandé une bière, je crois. Et je me souviens que le type du bar avait dit « Ah non, on ne sert pas d'alcool aux mineurs. » Je crois qu'elle avait rigolé, qu'elle avait dit quelque chose sur moi, genre je suis pas mineure, regardez, j'ai une fille. Et moi, je me suis dit qu'elle avait pas l'air d'une mère normale. Que tout le monde voyait qu'elle n'était pas une mère normale. Qu'elle avait l'air d'être une enfant. Ce film, c'est Dites-lui que je l'aime. Il est sorti en décembre 2025. C'est un film de Roman Boringer dont on reconnaît la voix si caractéristique. Et Gabor Razov, il est adapté du livre de Clémentine Autain qui porte le même titre. Alors, il y a à la fois des gens qui ne savent pas poser les mots et des gens qui parlent à tort et à travers devant les enfants. Et ça, c'est vraiment typique de notre société. Je ne sais pas exactement comment ça se passe ailleurs. C'est-à-dire qu'on tient des propos comme s'ils n'étaient pas là, très souvent, ou comme s'ils n'entendaient pas alors qu'ils sont à 2 mètres. Et difficile pour eux de ne pas percevoir qu'il s'agit de leurs parents. Il y a un terme très, très important dans votre livre, Frédéric Van Leuven, une formule. La parentalité est l'affaire de tous. On ne se projette pas suffisamment, peut-être, comme des adultes, ayant une parole d'adulte, avec une responsabilité. C'est pas forcément hyper pesant, une responsabilité, c'est réfléchir un peu à ce qu'on dit. Quand il y a des enfants dans les parages, et je voulais revenir sur cette formule avec vous, la parentalité est l'affaire de tous. Oui, c'est une petite jeune fille qui me parlait d'un épisode bipolaire de sa mère qui datait d'une dizaine d'années. Elle était petite et la mère était partie en rue complètement délirante et avait été amenée dans un service d'urgence. Elle avait réussi à dire qu'elle avait une petite fille de 5 ans qui était enfermée chez elle. Et donc, je re-questionnais ce qu'elle avait vécu comme petite fille. Elle me disait: «Oh, j'ai eu très peur quand les policiers ont défoncé la porte. Mais après, je suis allée chez la voisine et ça s'est bien passé.» Je dis: Et tu as compris ce qui arrivait à ta maman?» Elle me dit: «Oh, la voisine m'a dit, tu sais, ta maman, il y a des petits bonshommes qui courent et qui parlent dans sa tête.» Et ça m'a suffi. Ça m'a suffi, j'ai compris, c'était les mots justes pour moi. Et je trouve que c'est un bel exemple de comment un voisin, une voisine préoccupée par la petite fille, mais quelques mots, mais qui sont vraiment adressés à elle et qui sont ajustés à son âge et qui lui permettent de comprendre. Mais c'est étonnant, mais ça a été décisif comme ça pour cette petite fille d'avoir cette présence chaleureuse de la voisine qui n'a pas commencé à s'affoler, à dire des choses sur sa mère ou à justement parler, comme vous dites, sans tenir compte de la position de l'enfant. Elle a dit quelques mots qui étaient justes. Et je pense que c'est une raison de plus pour dire qu'il ne faut pas être professionnel pour mettre des mots. Je pense que des proches, des grands-parents peuvent mettre des mots pourvu qu'en effet, ce soit vraiment adressé à l'enfant, voilà, on lui parle à lui, avec son âge, comme il est, comme on le connaît. Et ces mots-là, on s'en souvient toute sa vie. Et là aussi, j'ai des exemples. Des gens qui me disent, voilà, c'est un voisin qui m'a dit, tu sais,
tu peux frapper à ma porte. C'est une grand-mère qui dit, voilà, je comprends que ça va pas chez toi. Et parfois, ça suffit, il faut pouvoir l'entendre et avoir l'occasion de l'entendre. Je suis un peu émue. Alors, ça peut être très, très impressionnant. On peut d'avoir un parent en crise. Julie Timmerman, vous le racontez dans votre spectacle. Il faut pouvoir aussi parfois mettre un peu de distance. Je crois que c'est un peu la fonction de l'art. On va écouter un extrait de L'art d'être mon père. Alors, votre père a été metteur en scène, hein. Mhm. Et puis, dans la pièce, il monte un spectacle dans l'école de sa fille. Ta mère a toujours été jalouse de mon talent, puisqu'elle n'en a aucun. Elle a toujours tout fait pour mettre des bâtons dans les roues, pour m'empêcher de vivre. Oh, tu n'y es pour rien, Zoé. Elle se sert de toi pour m'atteindre à travers toi. C'est Samson et Dalila. Dans mon sommeil, elle te coupe les cheveux pour m'enlever ma force. Elle a jamais su faire que ça, tuer. Quand on est nul soi-même, on a d'autres choix que de tuer les autres. Mais c'est comme ça, c'est la nature, c'est normal. Ceux qui ne créent rien, ceux qui s'ennuient dans la vie, passent leur temps à chercher comment ils vont tuer. Papa, Monsieur Tourneur, s'il vous plaît, vous parlez devant les enfants. Et alors, faut qu'ils sachent le plus tôt possible comment le monde fonctionne, pour qu'ils n'entrent pas dans la vie avec trop d'illusions. Enfin, Monsieur Tourneur, il y a des choses qu'on ne dit pas devant des enfants de 11 ans. Venez, s'il vous plaît, vous calmer dans le bureau de la... Me calmer? C'est moi qui dois me calmer? Ah, vous êtes forts, vous tous. Vous avez ce mot-là à la bouche. Calmez-vous. Mais je le sais, vous êtes tous contre moi. Alors que moi, j'essaie de faire un spectacle tel que les enfants s'en souviendront toute leur vie. Vous en connaissez beaucoup des metteurs en scène qui s'investiraient autant pour un spectacle d'école. Mais vous, Madame Schropfer, la mère de Zoé, la directrice, qui a l'air gentille comme ça, mais qui parle à ma femme dans mon dos, je le sais, je m'en fous. Et maintenant, le chef d'orchestre, vous ne m'aurez pas. Papa. France Culture, être et savoir. Louise Touret. Et dans ce numéro d'être et savoir, on parle de la manière dont on peut accompagner les enfants dont les parents sont en souffrance psychique, ce qui engloberait les maladies mentales, d'autres formes de souffrance, pas forcément diagnostiquées. On a parlé du rôle très important de l'entourage et même de toute la société pour poser des mots. Il y a peut-être aussi un rôle de l'art. Dans son livre, Frédéric Van Leeuwen parle beaucoup de la créativité. Vous êtes artiste, Julie Timmerman, c'est vous qu'on vient d'entendre jouer un peu tous les rôles, dont celui de votre père. Ça fait du bien de jouer un père en crise Oui, quand oui, on est oui. son enfant. Oui, oui, oui. Ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien. Comment dire? Alors, moi, je pense que c'est parce que j'avais réglé un certain nombre de problèmes que j'ai pu écrire dessus. Il y avait une nécessité pour moi d'écrire, mais pas pour faire ma psychanalyse en public, il y a des lieux pour ça, mais pour transmettre une histoire que j'avais déjà digérée en grande partie. À Donc, partir de là, on peut la transmettre et en faire un objet artistique. voilà, c'est C'est ce pas que je une pense. catharsis en direct tous Voilà. les soirs sur scène, mais Exactement. Mais par contre, le passage au plateau permet de faire sien un récit qu'on nous a imposé. Hein, c'est une manière d'écrire l'histoire et même de la créer, parce que même au-delà des mots que j'emploie, du point de vue que j'emploie pour raconter l'histoire, j'invente aussi vraiment des parties de l'histoire. Donc c'est une manière de s'en emparer et de redevenir actrice de mon histoire plutôt que d'être une personne passive à qui il est arrivé ça. Voilà. Donc l'art pour moi a vraiment cette fonction, et c'est une fonction de survie. Je lisais ça dans le livre d'Adèle Lyon, qui dit justement, voilà, je survis grâce à ça. Et je pense que même quand je traite d'autres sujets, avec ma compagnie, je traite de sujets plus politiques, plus engagés sur la manipulation des masses, il y a toujours la question de l'aliénation et de l'émancipation, de la quête de l'émancipation. C'est vraiment le fil rouge de tout mon travail. Adèle Lyon, son vrai nom est Elisabeth, et grand succès. Et c'est aussi sur la transmission, la non-transmission, avec l'absence de parole qui circule dans une famille, donc sur plusieurs générations, sur la souffrance psychique. Est-ce qu'il y a aussi un poids des normes parentales, comme si... Parce que c'est très compliqué à manipuler comme question, comme si les parents en souffrance psychique ne pouvaient pas être de bons parents. Et la question est posée dans la revue, je la trouve hyper intéressante, Karine Hendricks. Alors que, pas forcément en fait. C'est pas parce qu'on est en souffrance psychique qu'on va être défaillant en permanence. Et en fait, disent les spécialistes que vous avez interrogés,
il ne faut pas non plus couper les enfants de ses parents. C'est à juger au cas par cas. Et certains sont de bons parents. Oui, c'est encore très porteur de représentations négatives. Ça, on l'a bien vu, nous, dans notre dossier. Mais il y a une distinction qui, moi, m'a frappée en faisant les recherches sur ce dossier. Je crois que c'est le Québécois Marc Boily qui distingue les compétences parentales des capacités parentales et où il explique qu'en fait, la maladie ne remet pas en question les compétences parentales, mais peut affecter, selon le type de trouble, de manière ponctuelle, les capacités parentales. C'est-à-dire que, effectivement, ça va être des parents qui, par moment, vont avoir du mal à répondre de manière adéquate à certains besoins de l'enfant. Je crois que c'est Jacqueline Van Lang dans l'enquête de Béatrice Camérer qui évoque par exemple la difficulté à percevoir quand un enfant a froid ou chaud, la capacité à l'habiller de manière adéquate. Mais il n'y a pas de lien direct entre la gravité d'un trouble et les conséquences. On ne peut pas dire que telle maladie va entraîner tel problème particulier de manière très, très stricte. C'est assez troublant, hein, Frédéric Van Leuven. De, de- la palette, en fait, des troubles parentaux et la palette des réponses à engager en fonction à la fois de la gravité, des capacités, peut-être de l'entourage aussi de la famille. Et la société se donnant pas les moyens, à la fois en France et en Belgique, des moyens qui seraient des moyens à la fois médicaux, mais aussi des moyens de solidarité, hein, entre, euh, entre les personnes d'une famille, même d'un quartier, pour soutenir en fait les parents. Donc comment on arrive à estimer ça? Mais je voulais revenir sur ce que vous disiez, sur la question de est-ce qu'un trouble fait un moins bon parent? Non, absolument pas. Il y a des gens comme vous et moi qui n'ont pas de pathologie psychiatrique, qui n'ont même pas de souffrance psychique, mais qui, dans certains moments de vie ou ayant certains traits de personnalité, peuvent s'avérer faire énormément de tort à leurs enfants. Je pense à des milieux voilà, très, très, très insérés socio-professionnellement, etc., où une séparation peut mener à mettre les enfants dans des conflits de loyauté qui peuvent entraîner des dégâts considérables pour eux et des souffrances considérables, avec parfois même des tentatives de suicide chez l'enfant qui ne sait plus que choisir, qui ne sait plus, qui ne s'y retrouve plus. Et donc, il faut vraiment pas croire qu'il faut un trouble psychiatrique, qu'un trouble psychiatrique entraîne forcément une, euh, une souffrance chez l'enfant. En fait, Marc Boily, que vous avez cité, qui est le premier auteur canadien, enfin le premier auteur tout simplement à avoir abordé cette question-là, dit très bien que chaque maladie peut avoir des conséquences sur l'ici et maintenant de la vie des enfants. Comment dire, il n'y a pas une palette de troubles spécifiques à une maladie. Toutes les maladies peuvent affecter, par exemple, la vigilance qu'on peut avoir auprès d'un tout petit, ou la capacité à socialiser l'enfant, à l'amener à l'extérieur, ou la capacité à accompagner sa scolarité, ou la gestion du quotidien. Et chaque situation est à analyser vraiment au cas par cas, avec des aides qui peuvent être différentes suivant l'âge de l'enfant. Par exemple, un manque de vigilance, comme l'exemple que vous avez cité, de ne pas savoir comment habiller l'enfant, s'il a froid ou chaud, ben, l'impact peut être beaucoup plus considérable sur un jeune enfant, évidemment, que sur un enfant plus grand. L'accompagnement sera différent aussi suivant ce qui est touché chez le parent. Mais donc, il faut se garder d'une logique linéaire qui serait qu'un trouble psychique va forcément impacter son enfant. Et puis, ce sur quoi j'insiste vraiment considérablement, c'est ce que vous ameniez au bout de votre question, à savoir que c'est le tiers qui fait la différence, c'est le milieu, c'est l'entourage qui fait la différence. C'est pas que une maladie va impacter un enfant, c'est l'interaction entre cette maladie, l'entourage, et quand je dis entourage, je parle aussi bien de l'entourage professionnel et l'enfant. Donc il faut tout un village pour élever un enfant, mais la première chose dont il faut sortir, c'est de partir du présupposé que parce qu'il y a un trouble psychique, on est un parent moins bon qu'un autre. Non.
Voilà, la souffrance psychique, c'est une catastrophe qui touche une famille. Il faut le dire, c'est une injustice existentielle, comme il y en a d'autres. Comme on peut avoir un parent, comme on peut naître dans un pays en guerre, comme on peut avoir un parent emprisonné, comme on peut avoir un parent, voilà, décédé. Il y a toutes sortes d'injustices qui frappent les familles et quand la maladie vous touche, que ce soit une maladie physique, chronique ou que ce soit une maladie, psychiatrique, voilà, c'est une injustice et il faut faire avec ça au niveau d'une société et c'est comment on construit une société autour de ça et c'est vrai qu'autour des troubles psychiques, on a beau parler de déstigmatisation depuis des années, je trouve qu'on ne fait pas des progrès énormes. Ça reste quand même on a l'impression que plus on avance, plus, cette question-là est quand même, assez persistante. À savoir, que voilà, dès qu'il y a des gens qui sont un peu, trop, en difficulté, on va stigmatiser, je pense à d'autres questions sociales comme, la question du besoin d'aide sociale, des gens qui sont dans la précarité, des personnes qui sont demandeuses d'asile et cetera. C'est dès qu'il y a une fragilité comme ça, un peu, importante du côté du parent, c'est vite stigmatisé alors que c'est vraiment une question sociale. Et parce que justement, la parentalité n'est pas franchement l'affaire de tous dans une société où la parentalité est très valorisée et très individualisée. C'est vraiment plus l'air du temps. Hélène Daftian-Valk, vous vouliez réagir. J'ajoute que vous faites aussi de la prévention dans les écoles. Donc, vous en parlez aussi à tout un public qui n'est pas forcément concerné. Oui, en fait, dans la communauté de pratique que j'anime, donc qui est une communauté franco-belgo-suisse, hein, donc tous les gens que vous avez cités là sont souvent membres de cette communauté. On se réunit une fois par mois et justement on met en commun nos réflexions pour avoir une approche beaucoup plus globale, centrée sur l'enfant, parce qu'on s'est rendu compte tous dans nos pratiques professionnelles, parfois de longue date, qu'on était quand même extrêmement seuls avec ce sujet. Donc, ce croisement des savoirs et des savoirs expérientiels, notamment il y a dans cette communauté des enfants devenus adultes qui ont un regard rétrospectif sur ce qu'ils ont vécu. Et c'est un point que je voudrais ajouter, parce qu'il y a notamment l'association des enfants aidants de Genève, qui sont des enfants qui ont grandi avec des parents avec des troubles psychiatriques sévères. Et eux, ils disent que ce qu'ils auraient eu besoin, qu'ils ont eu beaucoup de mal à avoir, c'est ce qu'ils appellent des pauses relationnelles. Voilà. De temps en temps, il faut faire une pause. Le problème, c'est que quand la pause relationnelle, elle est pensée que de façon dramatique. Hospitalisation du parent, placement de l'enfant. Entre ces deux aspects-là, on peut imaginer plein de pauses beaucoup plus légères et pour n'importe quel enfant. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez entendu et pas assez intégré, pas connu en fait de la psychiatrie adulte, puisqu'on va penser de façon très médico-centrée sur l'adulte ce sujet-là, alors que l'enfant peut avoir des besoins et notamment aller en colonie, organiser que les enfants puissent avoir des pauses où ils sortent de l'intensité émotionnelle des troubles pour se centrer sur eux. Julie Timmerman. Oui, non, mais je voulais rebondir deux petites choses. Dans Zoé, à un moment donné, le personnage du psy dit je pense que ce serait bien de mettre la petite en internat, justement pour faire cette pause. Peut-être que être quelque temps, et pourtant l'internat, on a différentes visions de ce que ça peut être, mais tout d'un coup, ça apparaissait comme un moment de pause, justement, où la petite, Zoé en l'occurrence, mon avatar, pourrait un peu respirer, être avec d'autres gens ailleurs, etc. Et la mère entend quoi, l'interné, qui est son père. Elle s'y dit non, l'internat pour la fille. Et ça me fait simplement penser que moi, ce qui m'a sauvée, et je le dis aujourd'hui même encore avec émotion, je le dis parce qu'il ne faut pas avoir de culpabilité quand on est dans cette situation, c'est de couper les ponts avec mon père pendant 5 ans et demi. C'est là que j'ai commencé à vivre. Je le dis vraiment parce que j'étais comme un miroir de lui. Alors, par rapport à tout ce qui a été dit, moi,
J'ai eu des parents extraordinaires. J'ai eu une mère notamment extrêmement équilibrée, qui était une grande artiste aussi, et qui était capable de faire contrepoint. Voilà, donc je n'ai pas eu l'histoire tragique au point de beaucoup d'exemples qu'on a cités. Mais par contre, je vivais quand même dans la peur. J'ai dû me détacher de beaucoup de choses. Et puis j'étais comme une sorte de projection, une sorte de miroir de mon père. Donc pour arriver à devenir moi-même, à comprendre que la vie n'était pas tout à fait comme ce que j'avais appris, ça a mis du temps. Et la coupure sèche, nette, m'a permis de commencer à écrire, de rencontrer mon mari, de faire des enfants. J'ai commencé à vivre. Commencer à vivre, c'est quand même très fort. Je vais relancer Stéphanie Van Leven sur le sujet parce qu'on en a parlé de la rupture et beaucoup on en a parlé ensemble juste avant et beaucoup des enfants parfois devenus adultes avec qui vous échangez dans le livre en parlent. Parfois, la rupture est salvatrice. Il faut accepter aussi qu'on n'est pas obligé Mm. de rester en contact avec un parent parce que parfois on en a besoin pour voilà, déployer ses ailes. Alors, c'est amusant que vous m'appeliez Stéphanie. Ah oui, Parce pardon, que, parce que je pensais à mais Stéphanie, en fait, c'est le prénom de Stéphanie Tange, qui est la responsable de l'espace enfant à Manage et qui est vraiment la fée, je pourrais dire, de l'espace enfant, avec qui je travaille constamment et avec qui je rencontre les familles Et je vous prie de à m'excuser, l'espace Frédéric. enfant. Non, mais je trouve ça très juste que voilà, parce que Stéphanie et moi, on travaille vraiment beaucoup ensemble et j'apprends énormément d'elle également. Euh, mais donc, évidemment que la coupure, la coupure est parfois indispensable. Christelle, que je vous citais tout à l'heure, qui avait fait son premier récit en disant toute notre enfance, on a accompagné notre mère. Jamais le psychiatre ne nous disait ni bonjour ni au revoir. C'était sa conclusion, c'est de dire à un moment, moi j'ai demandé mon placement, c'était elle ou moi, et il fallait que je sauvegarde ma scolarité, il fallait que je puisse penser à mon avenir, et donc c'est moi qui ai demandé mon placement, et ne me parlez plus d'elle pour le moment. Et ça, je trouve que c'est un témoignage qui est assez fréquent, et que il faut pouvoir permettre ça. Et donc, je me rends compte que parfois, tout le travail qu'on fait autour de nommer la maladie pour les proches, etc., pour certains adolescents, c'est pas le bon moment, parce qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur dise à quel point papa est ceci ou maman maman est cela. Ils ont juste besoin ils ont besoin qu'on ne renforce pas l'empathie. Ils ont parfois besoin Ouais, d'explications. s'occuper d'eux. Et je pense que les enfants et les ados ont vraiment besoin d'explications, mais pas forcément pour rapprocher. Il faut tenir compte du moment aussi où ces moments de rupture peuvent être nécessaires. Et c'est par après. Moi, je le constate souvent. C'est quand les personnes qui ont pu faire cette coupure construisent leur propre vie, qu'elles ont à leur tour des enfants, etc. Alors, après coup, on peut parfois travailler ce qu'on appelle en thérapie contextuelle l'exonération, à savoir que le parent n'a pas voulu forcément faire du mal, qu'il a été aussi incapable, qu'il a, comment dire, des circonstances dont il faut pouvoir tenir compte pour être un peu apaisé. Parce que il faut savoir que ces moments de rupture sont souvent accompagnés d'un fort sentiment de colère. Et la colère est nécessaire. Elle est nécessaire à la prise de distance. La colère permet justement d'éloigner. Mais vivre avec la colère constamment, c'est pas toujours simple. Et donc, quand la vie est reconstruite et qu'on a reçu suffisamment de la vie, ça peut être nécessaire et même parfois faire du bien de pouvoir penser les choses de manière un peu plus apaisée. Je trouve que ces propos vibrent pour tout le monde, pour tous les gens qui ont des parents, c'est-à-dire sans aller jusqu'à ce point-là, on comprend très bien quelque chose de cette situation extrême, quand bien même on est l'enfant de névrosé plus classique, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Karine Hendricks, vous vouliez parler aussi de Oui, je voulais la juste rupture. réagir par rapport à ce qui avait été dit un petit peu avant. C'est que finalement, ce qu'on pose là, c'est la question de l'accompagnement et la question d'un accompagnement qui serait global et en même temps avec un tricotage individualisé. Mais voilà, c'est le fond du problème. Et on en avait parlé avec Hélène Daftian, parce que je crois que on va pas regretter non plus. On parlait de ce virage domiciliaire de la psychiatrie. On va pas forcément regretter ce virage, mais il y a eu un désengagement.
Et en fait, il y a rien en contrepartie. C'est ça le problème finalement. De même qu'on parlait de placement, là, ce mercredi 27 mai est présenté un projet de loi du gouvernement sur la protection des enfants. Alors, il y a un volet sur le périscolaire. Nous en parlions dans le numéro précédent d'être et savoir. Mais sur la protection de l'enfance, on dit voilà, il va falloir repenser un petit peu la protection de l'enfance, le placement. Il n'y a pas de moyens supplémentaires. Quand bien même, on sait que les problèmes sont immenses, absolument pas réglés, que du côté des départements, il n'y a pas du tout de protection des enfants assurée de manière suffisante et que les placements sont parfois dramatiques et rajoutent de la souffrance à la souffrance. Alors, qu'en est-il quand on grandit? On commence à en parler, voilà, rupture, peut-être retour dans sa vie vers le parent, et puis après, il va falloir peut-être en parler à ses propres enfants. Et je voulais vous faire écouter un autre extrait du très très beau film de Romane Boringer, Dites-lui que je l'aime. Là, c'est Clémentine Autain qui parle. Hier soir, au moment de la coucher, ma fille m'a encore interrogée. Je déteste quand elle me questionne comme ça. Je me sens prise de court, maladroite. Elle était gentille avec toi, ta maman? Elle s'occupait bien de toi? Non, pas vraiment. Ah bon, pourquoi? Elle n'y arrivait pas, elle était malheureuse. Ah bon, elle était pauvre? Non, elle était tourmentée. Ça veut dire quoi? Il faut dormir maintenant. J'avais tout emmuré, mais tu réapparais sans cesse. Et par ma fille maintenant, qui semble me dire « Pourquoi tu ne veux pas que ta maman revive? Pourquoi tu ne veux pas me la montrer ?» Alors, c'est un des extraits les plus émouvants du très émouvant film Dites-lui que je l'aime. Comment vous en avez parlé, par exemple, vous, Julie Timmerman, comment vous avez réfléchi à la manière d'en parler à votre propre enfant, parler de votre père, alors qui pour le coup est en vie, parce qu'on peut parler au public, mais c'est un peu plus compliqué d'aborder la question avec sa propre progéniture. Oui, et puis en plus, on ne peut pas s'empêcher. Alors, je me permets d'adjoindre une question à celle-là, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de se demander si on n'est pas atteint nous aussi. Enfin, il y a une espèce de... Bien sûr. Enfin, vous vouliez peut-être en parler plus tard, mais une espèce de transmission. Et quand je vois ma fille, l'hypersensibilité dans laquelle elle est, c'est inévitable. Alors ça, je ne lui en parle pas, bien évidemment, mais c'est au fond de moi. Il y a une petite peur que quelque chose d'une hypersensibilité, voilà, soit bon. Mais par rapport à la grande, parce que j'ai un bébé à qui je n'ai pas encore parlé de ça, mais la grande, elle adore son grand-père. En plus, il sait se mettre à hauteur d'enfant. C'est vraiment rester un enfant lui-même. Donc, il est merveilleux avec ma fille. Mais comme pendant un temps, il voulait plus nous voir, et puis après, il dit non, et puis finalement, oui, et puis il est tellement heureux quand il est là. Enfin, ça change tout le temps. qu'à un moment, elle posait pas de questions, mais elle sentait forcément, elle a 6 ans et demi, elle sentait forcément des choses. Donc, j'ai essayé de lui en parler. En plus, il a un Alzheimer, donc bipolarité, plus Alzheimer. Enfin, ça fait un cocktail. C'est extrêmement difficile de trouver les mots. Là, j'admire la façon dont cette voisine a dit des petits personnages dans sa tête qui parlent, qui n'arrêtent pas de parler. Je me dis, il faudrait que j'arrive à trouver des métaphores. J'ai pas encore réussi. Mais j'ai le sentiment que les enfants captent beaucoup de choses. C'est que son grand-père, c'est pas son père. Donc je pense qu'il y a moins de peur, il y a moins d'emprise, il y a moins de... Mais effectivement, je pense qu'il faut en parler. Et je dis à mon mari, qui a aussi dans sa famille ce genre de pathologie, je lui dis c'est essentiel qu'il y ait de la parole. Mais je suis d'accord avec vous, ne pas en parler tout le temps, ne pas en parler comme à une adulte, pas du tout, mais que ça circule, qu'elle sache que dans la famille, il y a des choses comme ça qui traverse. Frédéric Van Leeuwen, elle est délicate cette question. On a commencé à l'aborder. C'est pas du tout automatique d'hériter génétiquement parce que c'est pas génétique, mais ça l'est un peu. Voilà, c'est multifactoriel. Alors qu'est-ce qu'on peut se dire sur cette question, se dire ici dans cette émission et puis se dire dans les familles? Alors, moi, je pars du principe que, bon, c'est vrai qu'on a montré qu'il y avait une part génétique qui intervient à partir de l'analyse de la fréquence de certaines pathologies dans certaines familles. Mais je pars du principe que jusqu'à présent, ça ne nous aide pas à aider les familles.
c'est une réalité biologique, mais elle est de relativement peu d'aide jusqu'à présent. Par contre, il y a d'autres facteurs sur lesquels on peut agir, qui sont les facteurs protecteurs, qui sont les facteurs qui vont renforcer les capacités de l'enfant. Alors quelque chose qui est très précieux à Hélène et qu'elle répète souvent et que je répète également, c'est les enfants ont d'abord besoin d'explications. Ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de savoir ce qui se passe. Si papa ou maman est à l'hôpital, ils ont besoin de savoir plus ou moins combien de temps. Est-ce que ça va revenir quand papa et maman reviendront à la maison? Ils posent des questions extrêmement concrètes, hein. Et donc, pour revenir à ce que disait Julie sur la question de la métaphore, les enfants, c'est les champions des métaphores, hein. Oui. Donc, quand on leur donne la parole, c'est eux qui vont les trouver, les métaphores. Et comment on procède avec eux? On part de la question de à quoi tu l'as vu? Il y a eu des petits exemples tout à l'heure, hein, maman ne fait plus de gâteaux, mais les enfants nous racontent ce qu'ils ont vu. Et ce qu'ils ont vu, c'est cette petite fille qui dit: «Maman, elle est comme une bougie. Parfois, il y a une belle flamme et parfois elle fond», pour raconter les moments, les hauts et les bas. Ou bien, papa, «Ah, c'est juste qu'il pense que le monde entier est méchant, sauf nous, ses enfants», pour parler d'un père qui est gravement paranoïaque. Et donc, ils ont des mots qui sont assez simples et ils peuvent les trouver eux-mêmes si on les accompagne un peu en disant: «Mais toi, tu as remarqué quelque chose au fond, et qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que...» Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait dans un travail de consultation, donc comment on peut l'adapter dans sa propre famille, je ne sais pas, mais je crois que partir en tout cas de ce que l'enfant remarque, des mots que lui-même construit, comme vraiment de ses questions à lui, ça peut être un bon point de départ en tout cas. Et qu'est-ce que ça construit comme adulte? Le fait d'avoir, grandi avec un parent en souffrance, est-ce qu'on peut dire que, ça marque d'une manière, spécifique, les adultes? Et d'ailleurs, est-ce que ça change, suivant, qu'on est un homme ou une femme, par exemple? Alors je vais vous dire qu'on en trouve de très nombreux parmi le personnel soignant. C'est quelque chose dont tout formateur se rend assez vite compte, c'est que dans la pluridisciplinarité des métiers de soins, que ce soit infirmière, éducateur, psychiatre, psychologue, ergo, etc., il y en a quand même un nombre assez impressionnant qui ont des histoires de famille pas tristes. Et ce qui me frappe en tout cas, c'est s'il y a bien une question qui se déstigmatise un peu, c'est que entre il y a 30 ans et maintenant, je trouve que entre soignants, on peut plus librement en parler, mais que c'était quand même un tabou. Il fallait être un peu propre sur soi pour être un bon soignant, ne pas avoir une famille trop perturbée, parce que sinon on risquait de s'identifier un peu trop, etc. Et ça, c'est quelque chose qui a changé en termes de compréhension des ressources, que finalement, d'avoir vécu des expériences particulières enfant, ça construit des adultes qui justement peuvent faire quelque chose de cette expérience. Alors, l'expérience de Julie est magnifique dans le spectacle dont on a pu entendre une partie. Il y a Catherine Wilquin aussi, qui est une comédienne belge qui vient de faire un spectacle qui s'appelle Pépi, où elle raconte aussi le même type d'expérience, et c'est un spectacle absolument fabuleux. Donc ça donne en tout cas quelque chose, comme disait Julie, d'une réappropriation de quelque chose, mais qui produit une œuvre. Et heureusement, il ne faut pas que celle-là dans la vie, hein. Je pense que Julie et Catherine Wilquin produisent d'autres spectacles, ne parlent pas que de ça, mais qu'à un moment, cet art permet de mettre ce passé au travail. Mais donc, ça produit aussi des personnes qui sont parfois un peu plus conscientes. Et donc, c'est quelque chose qui est une ressource, plus qu'une fragilité, pourvu que, comme le disait Julie, on ait pu un peu dépasser les choses, un peu les travailler. Et il y a un moment où ça devient une ressource de la personne, dont elle se serait peut-être bien passée, hein. Mais c'est ça l'humanité aussi, c'est un moment de transformer un poids, ses expériences. une ressource à la fois. Je pense également à la série Empathie, série québécoise qui aborde aussi cette question du devenir adulte. On n'aura pas du tout eu le temps de tout dire, ni de passer tous les extraits que j'avais préparés. Je conseille vraiment vivement la lecture de ce numéro de l'école des parents, grandir auprès d'un parent en souffrance psychique. Merci à toutes les quatre, merci infiniment à Avril Ventura de m'avoir aidé à préparer cette émission et d'avoir programmé ce numéro d'Être et Savoir, et à François Richer, notre TCR.